Bon les amis, je suis pas sûr que vous soyez prêts pour ce qui va se passer. Et honnêtement, je sais pas quelle est l'histoire qui vous fera le plus kiffer ou flipper, comme vous voulez. Alors je vous le dis rarement, mais écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout et ne manquez aucune miette car les 3 histoires sont juste dingues. C'est bon? Je vous ai assez teasé là? J'aime ça et je suis persuadé que vous aussi. Alors dans cette vidéo, on va voir une histoire qui parle d'une rencontre plus qu'étrange sur Tinder et on va aussi voir un jeu d'enfant qui a tourné littéralement en cauchemar. Mais aussi, en dernière vidéo, un guet-apens qui a vécu un jeune couple en pleine forêt. Alors installez-vous bien car vous n'êtes pas prêt de dormir suite à cette vidéo. Ah, et dernière chose, désormais je vais vous poser assez régulièrement une petite question à chaque début de vidéo pour qu'on échange entre nous en commentaire. Et la question du jour c'est que faites-vous dans la vie? Moi de mon côté, je suis entrepreneur depuis bientôt 5 ans, donc autant vous dire que mes journées sont assez chargées, mais que malgré tout, j'arrive à trouver du temps en semaine et le week-end pour vous sortir 3 histoires d'horreur. Et d'ailleurs, je devrais pas vous le dire, mais à partir de septembre de cette année, je vous prévois des dingueries. Donc voilà, hâte de vous lire en commentaire pour savoir ce que vous faites dans la vie, ça m'intéresse vraiment. Bon, maintenant, on est parti pour les choses sérieuses. Pour cette première histoire, on va donc parler de Tinder. Et j'imagine que vous connaissez tous l'application Tinder qui permet de rencontrer des hommes et des femmes qui se situent pas très loin de chez vous. Eh bien, c'est justement sur cette application de rencontre que Ludovic va vivre un cauchemar. Ludovic a 24 ans, il habite à Paris et depuis 4 ans, il est célibataire. Et sa situation le désespère complètement et ses amis ont même de la peine pour lui. En effet, Ludovic, dans une précédente histoire avec son ex, a vécu une rupture difficile car il s'était fait tromper. Et c'est pourquoi il a beaucoup de mal à refaire confiance de nouveau aux femmes. Et sans compter sa propre aussi confiance en lui qui s'est brisée suite à cette tromperie. Enfin bref, Ludovic, il a du mal à remonter la pente. L'histoire que Ludovic du coup nous raconte se passe au début du printemps, en avril 2022. Et Ludovic explique qu'il commence enfin à tourner la page sur sa précédente histoire lorsqu'il se décide d'installer enfin l'application Tinder pour rencontrer quelqu'un. Ses amis l'aident à faire de belles photos et à remplir son profil et sa description et puis c'est parti. Et contrairement à ce qu'il pouvait penser, il se rend compte qu'il y a quelques matchs assez régulièrement et ça lui redonne confiance en lui. Lui qui ne pensait que sweeper sans avoir de match en retour, il est aux anges clairement, il se rend compte qu'il plaît assez aux femmes. Donc un jour il match avec une certaine Priscilla qui vit sur Caen. Alors oui, vous vous dites que c'est pas du tout sur Paris, mais ça signifie que Priscilla est déjà venue sur Paris pour l'avoir en suggestion. Et pour ça, rien de troublant. Ah oui, je n'ai pas précisé mais Ludovic il travaille sur Paris en tant que chauffeur de taxi et que généralement il travaille du lundi au vendredi, ce qui le laisse libre les week-ends. Bref, Ludovic et Priscilla vont commencer par échanger pas mal de messages sur Tinder. Et Ludovic nous explique que les échanges sont tellement intenses et que ses pensées sont tournées H24 sur Priscilla qu'au point où ça lui arrive de se réveiller la nuit pour voir s'il n'a pas de message en attente de sa part. Au bout de quelques semaines, les deux tourtereaux décident de se voir dans la ville de Caen. Et tous les deux ont décidé de se voir en extérieur pour voir si dans un premier temps, le feeling passe bien. Et c'est vrai que pour tout premier rendez-vous, c'est mieux d'aller en extérieur, car si ça se passe mal, au moins il y a du monde autour et c'est moins malaisant. On est donc vendredi soir, Ludovic a terminé plus tôt sa journée de taxi pour se rendre à Caen et fait la rencontre de Priscilla. Ils se sont donné rendez-vous dans un bar et Ludovic a de plus en plus de stress quant à l'idée d'enfin voir Priscilla. Alors assez vite, Ludovic tombe sous le charme de Priscilla qui répond à tous ses critères. Elle est jolie, elle parle bien, elle a un très beau sourire, bref, elle a tout pour plaire à Ludovic. Ludovic est très optimiste, mais essaie de se contenir, car il a toujours dans un coin de sa tête la rupture difficile et la trahison qu'il a traversée avec son ex. Bref, Ludovic nous explique que le rendez-vous se passe hyper bien, que c'est hyper fluide, la conversation est hyper fluide entre les deux, et que les échanges sont vraiment intéressants. Bref, l'un comme l'autre, ils confirment le coup de cœur qu'ils ont l'un pour l'autre. Le rendez-vous se termine, et Ludovic raccompagne Priscilla à sa voiture, et ils vont reprendre leur petite vie tout en continuant à s'échanger des messages sur Tinder, pour finalement se revoir quelques jours plus tard. Ludovic et Priscilla vont garder ce rythme de discussion la semaine sur Tinder, ils vont continuer à parler et ils vont toujours se rencontrer en extérieur sur Caen, que ce soit le vendredi soir, le samedi ou le dimanche. Et ça va durer comme ça à peu près un mois. Puis Ludovic, pour se rapprocher de Priscilla, va prendre la décision de prendre un appartement à Caen pour passer un peu plus de temps avec Priscilla. Alors oui, c'est un peu tôt, mais on n'est pas là pour juger. Et c'est d'ailleurs même Ludovic lui-même qui avoue dans son thread qu'il n'aurait pas dû, que c'était un peu trop tôt. Et vous allez comprendre aussi pourquoi. 2 semaines plus tard et fraîchement emménagé, Ludovic reçoit l'un de ses meilleurs amis chez lui à Caen et qui lui explique que voilà, il vient enfin de tourner la page de sa précédente relation et qu'il voit depuis un mois une certaine Priscilla. Bref,
Il lui fait voir des photos et il lui raconte absolument tout. Ses rendez-vous, le temps passé ensemble, etc. Et Ludovic ne comprend pas trop la réaction de son ami qui n'est pas très emballé. En fait, Ludovic, il a trouvé une nouvelle petite amie. Son ami, donc du coup, son meilleur ami devrait être assez content. Mais au vu des photos, en fait, son ami dit trop rien et reste un petit peu confus. En fait, l'ami de Ludovic va commencer à dire que le visage de Priscilla lui dit quelque chose, mais il ne sait pas trop quoi. Et Ludovic va assez mal le prendre d'ailleurs, va assez mal prendre le comportement de son ami qui redemande sans cesse de revoir les photos de Priscilla pour se remémorer quelque chose. Donc du coup, Ludovic l'apprécie pas du tout. Et pour lui, son ami, en fait, est plutôt intéressé par Priscilla. Et il va donc faire l'erreur, selon ses termes, de mettre fin à la soirée et de mettre dehors son ami. L'ami de Ludovic, il a tenté de se défendre en disant juste que Priscilla lui dit quelque chose et qu'il a juste un mauvais pressentiment. Et c'est tout. Ludovic, lui, ne va pas du tout aimer et va se braquer, laissant partir son ami sans dire un mot. Et vient maintenant le moment le plus important de l'histoire. En partant, son meilleur ami croise Priscilla en voiture qui va en direction de l'appartement de Ludovic. Et son ami va soupirer dans la voiture et se dit que Ludovic voulait simplement qu'il parte de l'appartement pour être tranquillement avec Priscilla. Et donc l'ami de Ludovic continue sa route un peu frustré depuis quelques minutes, sauf qu'il s'arrête à un feu rouge et d'un coup va décider d'un claquement de doigts de faire demi-tour et de rouler à toute allure vers son ami Ludovic. Il arrive quelques minutes plus tard devant la résidence de Ludovic et ce qu'il vole va lui donner froid dans le dos. Il aperçoit au loin, dans l'obscurité, Priscilla en train de se cacher près de la baie vitrée de Ludovic avec un couteau à la main. Oui, vous avez bien entendu, avec une sorte de couteau à la main. L'ami de Ludovic klaxonne pour avertir Ludovic et si possible le voisinage et en même temps essaye de faire peur à cette dame, donc Priscilla. Puis il sort de sa voiture en direction de Priscilla pour l'empêcher de rentrer dans l'appartement de Ludovic et qu'il ne se passe des choses horribles. Rapidement, Priscilla court en direction opposée et s'enfuit dans le noir en direction de sa voiture. Malheureusement, elle aura été beaucoup trop loin pour l'ami de Ludovic qui, le temps qu'il klaxonne et sort de sa voiture, laissera suffisamment de temps à Priscilla de s'échapper en voiture. C'est alors que Ludovic sort de chez lui pour comprendre ce qu'il se passe et c'est son ami qui va tout lui expliquer. Priscilla n'est en réalité pas Priscilla. Son ami explique qu'en voiture, il a enfin su pourquoi cette femme lui disait quelque chose. Et en effet, l'ami de Ludovic a dit qu'il l'a déjà vue tourner sur le réseau comme une prédatrice. Et en effet, cette femme est assez connue pour extorsion, vol et tentative de meurtre. Et tout ça, l'ami de Ludovic va lui prouver en lui montrant des photos sur son téléphone de plusieurs articles qui ont paru dans la presse. Ludovic est évidemment sous le choc et ne savait pas du tout qui était vraiment Priscilla et il est vraiment très choqué de savoir qu'il est passé à deux doigts de se faire agresser et tuer par la femme qu'il aime. Il a forcément développé des sentiments pour elle. Et malgré tout, étant un petit peu dans le déni et surtout il a envie de croire que c'est pas vrai, Ludovic va vouloir vérifier les informations et décider d'envoyer un message à Priscilla sur Tinder et devinez quoi ? Son profil n'existait plus. C'est comme si elle s'était volatilisée dans la nature. Alors oui, l'ami Ludovic avait raison de douter de cette femme depuis le début et heureusement pour Ludovic que celui-ci est intervenu à temps. Et c'est malheureusement ainsi que va se terminer cette histoire où malheureusement on n'aura encore une fois pas plus d'informations, que ce soit à travers la police qui a été mise sur l'affaire, mais aussi sur la question qui hante tant Ludovic. Où est passée cette fameuse Priscilla? On en est à la fin de cette histoire et si vous êtes chaud, on part sur une seconde histoire qui est encore meilleure. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, maintenant place à la seconde histoire et je vous le dis tout de suite, je l'adore celle-ci, elle est juste trop top. Pour cette deuxième histoire, on retrouve du coup Lina, 29 ans, et Fabio, 31 ans, un jeune couple qui fêtent leurs 2 ans ensemble. Et donc pour leurs 2 ans ensemble, ils ont une bonne idée de s'évader le temps d'un week-end dans un petit village de montagne en Espagne. Et pour mettre dans le contexte, l'histoire de Lina et Fabio se déroule en pleine période d'hiver. Et durant cette période-là, le paysage est magnifique et enneigé. Et oui, il peut aussi y avoir de la neige en Espagne. Bref, le cadre est parfait pour une escapade romantique. Lina et Fabio passent leur temps à explorer les alentours et ils profitent de la tranquillité et de la beauté du lieu. Ça me fait penser que moi aussi j'ai grave besoin de vacances en ce moment. Bah tiens, dites-moi en commentaire où est-ce que vous allez en vacances cet été. Moi perso je sais pas encore, mais si vous pouvez me donner des idées, je vous remercierai. Et puis bref, tout s'est bien passé et vient donc le moment de préparer ses affaires pour prendre la route le dimanche soir et éviter donc les bouchons du lundi matin. Vient donc le dimanche soir, il est aux environs de 22h30 quand le couple prend la route pour rentrer chez eux. Alors vous n'êtes pas censé savoir que pour descendre de la montagne, les routes que doivent emprunter Lina et Fabio sont assez isolées, assez étroites et bordées d'une forêt assez dense. Fabio explique même que sans les phares de la voiture, il serait plongé dans un noir total parce qu'il n'y a aucun éclairage à des kilomètres. Bref, ils en ont à peu près pour 1 heure de route dans les montagnes, sauf qu'au bout d'une bonne demi-heure que le couple ait pris la route, d'un coup,
Fabio est obligé de freiner brusquement. En fait, au milieu de la route, il y a un petit tronc d'arbre qui barre le passage. Et ils sont obligés de s'arrêter pour éviter une collision et endommager la voiture par la même occasion. Et Fabio explique qu'ils n'ont pas affaire à un tronc d'arbre qui barre toute la route, mais juste une sorte de grosse branche, on va dire, qui se met tout le long de la route. Et ça arrive que parfois, il y a des branches qui tombent facilement et qui se trouvent en plein milieu de ce type de route. Bon, maintenant il est temps que je vous parle un petit peu de Fabio, parce que j'en ai pas parlé assez. Fabio, c'est une sorte d'armoire à glace. Donc, une petite branche, on va dire un petit tronc comme ça, il peut le soulever et le déplacer. Mais le couple, légèrement perturbé par cet incident, discute un moment dans la voiture. Et en fait, ça leur paraît quand même bizarre qu'un arbre se retrouve là, surtout sans le moindre vent à l'extérieur. Et cette réflexion est pas mal. Je vous avais dit qu'une branche, même assez lourde, peut se déplacer si le vent est très fort. Or là, il n'y a pas eu de vent de la journée. Et il paraît donc très très louche que personne ne soit passé sur cette route de la journée et l'ait déplacé avant. Et franchement, chapeau, bonne déduction, je pense pas que je l'aurais eu à ce moment-là. Mais bon, pas le choix malgré tout, quelqu'un doit sortir, déplacer l'arbre s'ils veulent rentrer chez eux. Donc Fabio met les pleins phares, il inspecte les environs, puis ne voit rien, donc pour lui la voie est libre. Et Fabio explique que même s'il a des doutes concernant le tronc d'arbre en plein milieu de la route, je vous l'ai dit, il est grand, musclé, donc il est assez confiant. Bref, quand Fabio approche du tronc d'arbre ou de la branche, à une dizaine de mètres de la voiture, il remarque des traces de pas dans la neige sur le bord de la route. Et ces traces de pas s'enfoncent vers la forêt. Donc plus de doute pour Fabio, qui sait pertinemment qu'il y a quelqu'un dans les bois, prêt à s'en prendre à lui ou à Lina. Fabio se précipite donc vers le tronc d'arbre posé sur la route et le déplace tout en gardant un œil vers les traces de pas. Fabio déplace le tronc d'arbre, puis sursaute d'un coup lorsqu'il entend un coup de klaxon derrière lui. C'est Lina, sa femme, qui appuie sur le klaxon sans arrêt. Fabio pousse alors un dernier coup sur le tronc d'arbre, puis sprint en direction de sa voiture. Alors petit à petit, en se rapprochant de la voiture, il entend sa femme qui lui dit de se dépêcher et de partir à toute vitesse. Fabio monte dans la voiture et démarre immédiatement sa voiture pour partir. Sauf qu'en levant la tête pour regarder la route, il voit un homme courir vers sa voiture. Fabio a le temps de démarrer en trombe et finira du coup par percuter sur le côté, ce qui a tout bonnement l'air d'un homme. Linda lui demande de ne pas s'arrêter et de poursuivre sa route pour s'éloigner d'ici. Fabio garde un œil sur le rétroviseur, s'assurant que l'homme ne les suit pas, et Fabio explique qu'il verra de loin, dans le reflet de son rétroviseur, une légère silhouette dans la pénombre se relever. Lina et Fabio sont sains et saufs, car ils s'éloignent de plus en plus du lieu de l'agression, et c'est quelques minutes plus tard que Lina va expliquer sa version. En fait, pendant qu'elle l'attendait dans la voiture, Lina n'était pas du tout à l'aise du fait d'être seule dans le noir au beau milieu de la forêt. Du coup, à ce moment-là, elle a regardé partout autour de la voiture en se retournant et en analysant chaque recoin. Donc c'est une situation vraiment angoissante pour elle et elle a vraiment ce fameux sentiment, ce fameux pressentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puis, en regardant un petit peu partout autour de la voiture, elle voit sur sa droite, dans la forêt, encore une fois une silhouette d'un homme qui regarde Fabio et qui se rapproche tout doucement de lui. Alors que l'homme est à une vingtaine de mètres de Fabio, Lina, elle a vite compris que s'il ne faisait pas quelque chose, la vie de Fabio serait en danger. C'est pourquoi elle a réagi rapidement en klaxonnant de toutes ses forces pour avertir Fabio. Et le temps que Fabio sprinte à sa voiture, Lina explique que la silhouette n'a pas bougé et s'est cachée derrière un arbre avant de se mettre également du coup à courir vers la voiture pour ensuite se faire percuter par Fabio. Coup de chance du coup pour Fabio et Lina, et d'ailleurs s'il était arrivé quelque chose, je pense pas que je serais là à vous raconter l'histoire, mais je vais pas vous laisser là-dessus non plus. Fabio et Lina ont rejoint le commissariat le plus proche pour se sentir en sécurité. Mais avant de rentrer dans le commissariat, Fabio fait le tour de sa voiture et regarde l'endroit où il a percuté cette silhouette qui est sortie de la forêt. Et c'est avec stupeur que Fabio va découvrir une immense marque de couteau dans la carrosserie. Et une chose est sûre pour Fabio, ça n'y était pas avant. Une fois la déposition de Fabio et Lina, les agents de police leur expliquent que la région a récemment été le théâtre de plusieurs crimes, notamment des vols de voitures et des agressions, souvent causés par un ou des individus se faisant passer pour des autostoppeurs ou des victimes d'accidents. La réaction des policiers ne fait qu'accentuer le sentiment d'insécurité de Lina et Fabio, et en fait ils réalisent que leur rencontre avec l'homme aurait vraiment pu avoir des conséquences bien plus graves. La police prend note du coup quand même de leur témoignage et promet d'augmenter à l'avenir les patrouilles dans la région pour espérer éviter d'autres incidents comme celui-ci. Mais j'imagine que ça doit quand même être assez dur pour les policiers de contrôler des routes qui sont en pleine montagne, dans le noir, à chaque instant. Et en repensant à l'événement, Fabio et Lina analysent la situation. Clairement, l'homme avait intentionnellement placé l'arbre sous la route dans le but de les arrêter. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. Et d'ailleurs, un grand bravo à Fabio qui a réussi à réagir rapidement quand sa femme Lina a klaxonné depuis la voiture. Cette expérience laisse malgré tout une empreinte durable sur le couple,
parce que chaque fois qu'il planifie un voyage, il se rappelle de cette nuit-là sur cette route de montagne et prenne des précautions supplémentaires. Et bien qu'il continue à voyager, il ne voit plus jamais les routes isolées et les paysages tranquilles de la même manière. Bon, franchement, les routes en montagne le dimanche soir, on évite maintenant, ok? Et ça me fait penser, un jour, je me suis retrouvé dans la même situation où je roulais de nuit et je rentrais de montagne, plus précisément dans les Vosges, avec Lucie, et on entend un gros boom sur la voiture. Et en fait, c'était des biches qui ont traversé à toute vitesse en même temps que je passais avec la voiture. Et sur le coup, franchement, ça fait un peu flipper, surtout qu'on avait notre enfant derrière. Bon, il est maintenant temps de passer à l'ultime et dernière histoire de cette vidéo. Et je vous le dis tout de suite, elle fait froid dans le dos. Dans cette histoire, on va suivre Jules, qui a vécu une scène assez particulière en 2019 et il avoue plusieurs années après ne jamais s'être remis de cette histoire. Alors qui c'est Jules? Jules, c'est un adolescent de 12 ans qui vit dans un petit village du sud de la France au moment des faits, dans le département de l'Aude. Donc autant vous dire qu'il est entouré de champs et de vignes. C'est donc un grand terrain de jeu pour lui et ses meilleurs amis qui s'organisent souvent des parties de foot et tout jeu d'enfant, que ce soit le week-end ou en rentrant de l'école. Bref, le village où habite Jules, c'est vraiment le village typique du sud où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour et chacun connaît la vie de chacun. Et vraiment, il n'y a pas plus safe comme village. Et comme tous les soirs, Jules a la permission d'aller jouer avec ses amis pendant 1 heure avant de devoir retourner chez lui manger, vers 19h. Et après avoir joué un peu au football, les amis vont très vite vouloir jouer à leur jeu favori qui est la sonnette. Il est donc presque 18h30 au moment des faits quand Jules et ses 5 amis commencent une partie de sonnette. Alors le principe du jeu est simple, et ça je connais parce que je suis vieux. Chacun d'entre eux doit sonner à une maison et courir pour se cacher le plus vite possible sans se faire remarquer. Et comme petit con que j'étais, c'était vraiment un de mes jeux favoris quand j'étais petit. Donc je reviens à l'histoire. Jules et ses amis sont clairement habitués à faire ce jeu, puisqu'ils y jouent de manière assez régulière. Ils ont tous entre 12 et 13 ans. Alors certes, c'est pas le jeu le plus intelligent, mais en réalité, il n'y a rien de bien méchant et ça les amuse beaucoup. Encore une fois, on ne juge pas, hein. Je l'ai fait toute mon enfance, j'étais un grand fan, donc je comprends leur délire. Les enfants, ils sonnent à une maison, puis une autre maison, et encore une autre. Et bref, les garçons s'amusent vraiment très bien et rigolent sans cesse. Sauf qu'à un moment, vient le tour de Jules, et qu'il doit sonner à une maison que tous redoutent. Et en effet, la maison devant laquelle Jules s'apprête à sonner est celle d'un monsieur d'une 40aine d'années, et réputé pour être quelqu'un de pas vraiment très sociable. Cet homme vit seul et reste toute la journée enfermé chez lui. Il ne reçoit jamais de visite, ses volets sont toujours fermés et il ne sort que très peu de chez lui. Ses voisins n'ont même jamais eu de contact avec lui tellement ce monsieur se fait hyper rare dans la vie du village. Alors pour Jules et ses amis, sonner chez lui, ça leur procure vraiment une petite montée d'adrénaline, une vraie excitation. Le seul problème, c'est que ce soir-là, Jules s'approche de la porte, s'apprête à poser son doigt sur la sonnette et c'est exactement à ce moment-là que le voisin a décidé de sortir de chez lui. Jules pousse alors un cri et s'enfuit en courant. Il est suivi par ses copains qui partent se cacher dans d'autres endroits. Sauf que Jules, pendant qu'il court, il sent des pas derrière lui. Et ces pas, c'est celui de l'homme qui le court après. Et justement, en lui courant après, Jules explique qu'il entend le voisin lui dire que s'il l'attrape, ça va mal se passer pour lui. Des phrases qui font froid dans le dos de Jules, mais vous allez voir que le pire est à venir. Bref, Jules aperçoit un petit chemin en direction du champ et se précipite pour s'y cacher. Jules se retourne et se sent désormais en sécurité, car il n'y voit plus le voisin qui a probablement abandonné la poursuite. Tant mieux pour Jules, qui aurait certainement passé un sale quart d'heure. Alors Jules reprend alors son souffle et s'apprête à revenir sur ses pas pour retrouver ses amis, pas très loin de l'endroit où il se trouve. Sauf qu'en voulant quitter le chemin, Jules remarque un vélo sur le bas-côté. Il s'approche et là ce qu'il découvre lui glace le sang. Jules est pétrifié car il aperçoit devant lui le corps d'une femme gisant dans une mare de sang. Jules reste bloqué quelques secondes face à la scène, il est effrayé, puis se met à courir de toutes ses forces pour retourner chez lui. Et en rentrant, il tombe directement sur son père, qui comprend heureusement tout de suite que quelque chose ne va pas. Jules s'effondre en larmes et avoue à son père qu'il vient de découvrir le corps d'une femme morte en plein cœur des vignes. Et heureusement, son père prend directement l'affaire très au sérieux, et il croit Jules et le serre très fort dans ses bras pour le réconforter. Et suite à ça, Jules va donner davantage de détails sur l'endroit où se trouve le corps de cette femme. Et c'est alors même que le père de Jules va appeler la police. Et après avoir reçu donc du coup toutes les informations de la part de son fils, Stéphane, le père de Jules, se rend en voiture sur l'endroit du meurtre et rejoint la police. Il va arriver quelques minutes avant la police et va découvrir le corps de la jeune femme. Stéphane va être assez effrayé et va préférer ne pas s'approcher de trop près et va préférer aussi attendre la police qui va débarquer d'une minute à l'autre. Très vite, quand la police arrive, la zone est sécurisée et Stéphane est interrogé par la police pour qu'il puisse raconter comment son fils a découvert le corps. L'enquête est menée par la police et on pourrait
pourrait croire à un meurtre. Eh bien non. La police va dévoiler un peu plus tard qu'on a trouvé une balle de fusil au niveau du bras de cette jeune femme. Une balle qui s'apparente à une balle de fusil de chasse. Et suite à ça, la police en a déduit qu'elle est tombée de son vélo et est probablement tombée dans les pommes à cause de la chute. Et durant tout ce moment, malheureusement, elle s'est vidée de son sang, ce qui a amené son décès. Et alors, qui a tiré sur cette femme? Eh bien, la réponse est simple. L'événement s'est déroulé un week-end de septembre. Et vous n'êtes pas censé savoir que c'est dans ces eaux-là que la chasse réouvre. La jeune femme qui avait 26 ans au moment des faits s'est retrouvée malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que oui, elle s'est retrouvée en plein milieu des chasseurs pendant son tour de vélo et a reçu malencontreusement une balle de fusil de chasse. Et quand Jules et son père y pensent, ça aurait pu également être Jules qui aurait pu s'aventurer dans les vignes au mauvais moment suite à sa poursuite avec le voisin. Comme quoi des fois, tout peut basculer en si peu de temps. Et évidemment, ce moment fut hyper compliqué pour Jules à surmonter. Les images de cette femme morte, forcément le hantent dans sa tête. Et évidemment, ce moment fut hyper compliqué pour Jules qui a vu, entre guillemets, la mort de ses yeux. Et il explique que plusieurs années après, quand il explique sur Reddit son histoire, que c'est toujours compliqué pour lui. Il fait souvent des cauchemars à cause de ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les amis. C'est la fin de cette vidéo. Et ma seule question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez aimé autant que moi ces histoires? Alors j'attends un maximum de likes et de commentaires si vous voulez me soutenir ou me faire vos remarques sur mes vidéos les amis. Encore une fois, vous pouvez dire que c'est nul. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tant que c'est constructif, je vais me faire un plaisir de m'améliorer. En attendant, portez-vous bien, bisous.